Radio Campus et les radios partenaires présentent la Nuit européenne des chercheurs. Nouveau parcours croisé. Cette fois-ci, on retrouve Mohan de Radio Campus avec ses invités. Et à côté de Mohan, j'ai déposé un bâton parce que je crois qu'il en sera question aussi pour ce nouveau parcours croisé. C'est à vous. Le bâton, objet de ce parcours croisé. Mais par quel biais nous allons échanger autour de cet objet? Vous allez le découvrir tout de suite avec nos invités. Hélène Chauveau, vous êtes chercheur en géographie sociale de l'environnement à l'Université Lumière Lyon 2. Bienvenue. Bonjour, merci. Et puis également avec nous, Xing Xing Pan, vous êtes doctorante en sciences de l'éducation à l'Université Lyon Lumière, Lyon 2 également d'ailleurs. Hein, le hasard fait bien les choses finalement. Et puis l'objet, le bâton, eh bien nous y voilà, puisque Xing Xing Pan, vous vous intéressez à la formation des marionnettistes dans les théâtres de Guignol en France, et puis également les marionnettistes à Changshu, en Chine. Et là, le lien du bâton, il est évident. Donc on va commencer par là, parce que je suis un petit peu fainéant le vendredi soir. Alors justement, le bâton qui peut servir à fabriquer des marionnettes, mais là c'est un peu simpliste. Xing Xing, finalement, il y a presque deux bâtons quand on parle de marionnettes. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, c'est vrai, en fait, je fais une comparaison entre la marionnette de Guignol à Lyon et la marionnette de Zhangzhou en Chine. Le bâton, en fait, c'est le lien, c'est vraiment le point commun dans cette comparaison, parce que comme la plupart d'entre nous, en fait, connaissent, en fait, le théâtre de Guignol, le Guignol tient toujours un bâton pour taper, juste même pour commencer le théâtre, en fait. En fait, il tape pour faire calmer la salle. Et aussi, en fait, pour moi, il y a deux bâtons pour les deux genres de théâtre de marionnettes, parce qu'il y en a un bâton visible, c'est les marionnettes, c'est les surdos de Guignol et les personnages dans le théâtre de marionnettes qui tiennent pour taper la réalité. Oui. Et puis, il y en a autre bâton qui est invisible, en fait. C'est c'est sur les valeurs de marionnettes qui tapent vraiment sur ce qui ne va pas dans notre société, dans la pensée, dans l'esprit. Okay. Ouais, les pratiques culturelles des jeunes dans le Brésil rural, c'est votre domaine de recherche, Hélène. Et le bâton, là aussi, on peut faire un lien, puisque le bâton au milieu rural, c'est évidemment le bâton du paysan qui guide, mais aussi ça peut être le bâton pour se défendre, et parfois malheureusement le bâton aussi pour opprimer. Et du coup au Brésil, notamment avec les sans-terre, là cette symbolique du bâton, finalement on y est? Tout à fait. Donc, moi, je travaille sur comme vous l'avez dit, les pratiques culturelles des jeunes en milieu rural, et en particulier les jeunes qui sont membres du mouvement des paysans sans terre, qui est un mouvement social très fort au Brésil et qui a essaimé dans toute l'Amérique latine et le monde entier à travers Via Campesina. Et en fait, c'est un mouvement où les pratiques culturelles sont vraiment très importantes, et c'est là-dessus que j'ai travaillé. On y reviendra peut-être dans notre échange après. Mais du coup, le bâton, il est central au sens où c'est à la fois un outil de travail rural, voilà, pour mener les bêtes, par exemple. Mais du coup, comme tout outil de travail rural, il peut être transformé en outil de lutte, voilà, de lutte paysanne en particulier, pour voilà, se dresser contre l'oppresseur, qui en particulier dans les terrains où je travaille est représenté par la figure du propriétaire foncier, du propriétaire agricole de latifundio, donc de très grands domaines, qui est possédé par ces grands propriétaires qui ne permettent pas aux paysans d'exploiter et surtout d'être propriétaires de leur capacité de production. Donc ce bâton, il a aussi un double sens finalement. Il est à la fois un outil de travail et un outil de lutte pour ces personnes-là. Xing Xing, la formation des marionnettistes est, j'imagine, différente entre la France et la Chine, entre le théâtre de Guignol et le théâtre à Changshu.
quelles sont peut-être les grandes différences d'abord, pour commencer dans les grandes lignes? Oui, en fait, c'est différent, mais il y a aussi des points partagés. C'est pour ça aussi, en fait, j'ai fait des comparaisons. C'est intéressant parce qu'au début, c'est comme la plupart des théâtres ou bien des arts populaires. Toujours au début, c'est de père au fils. C'est toujours entre familles, entre générations. C'est transmis comme ça, mais en fait, les deux genres les formations, pardon, des marionnettistes des deux pays en fait partagent un point commun, c'est il y a une tendance d'institutionnalisation. Et ça, c'est les points communs. Et puis, c'est aussi le point intéressant dans ma recherche. En fait, j'interroge sur la définition de théâtre populaire. Si c'est populaire, est-ce que cette institutionnalisation est contradictoire avec en fait, le caractère populaire? Ouais. Est-ce que, Hélène, justement, les pratiques culturelles, ce sont finalement aussi bien ce qui est proposé au public, et ça peut être aussi si le public finalement s'approprie des outils pour être aussi acteur culturel. Est-ce qu'on retrouve ça au Brésil ? Tout à fait, donc notamment dans les pratiques sur lesquelles j'ai pu travailler, il y a le théâtre de l'opprimé, qui est voilà, un type de théâtre fondé par Augusto Boal, qui est un dramaturge brésilien, et qui part vraiment de l'idée que chacune doit aussi être acteur, actrice du spectacle, et que ce théâtre peut permettre, au-delà d'être une représentation artistique, qui a ses vertus par ailleurs, mais qui peut avoir aussi une portée d'éducation populaire et donc aussi de résolution des problèmes sociaux, parce qu'en jouant des scènes qui s'approchent du quotidien des personnes, en jouant des conflits, notamment en jouant des débats entre les communautés, ça peut permettre de trouver peut-être des résolutions, ça permet aussi ce qu'on appelle l'empowerment, donc l'idée de gagner confiance aussi en soi en tant qu'orateur, en soi en tant qu'acteur social, acteur de sa vie. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des parallèles avec ce que ma collègue dit, puisque il y a aussi une institutionnalisation de ce type de pratiques culturelles qui peut nuire à leur dimension populaire et contestataire, mais qui est aussi une reconnaissance finalement de la valeur culturelle de ces pratiques, qui est loin d'être toujours reconnue, en particulier quand elles sont issues de l'espace rural, qui est un espace qui est particulièrement stigmatisé dans nos sociétés et voilà, qui sont très urbanophiles, on va dire, et qui glorifie notamment les pratiques culturelles nées de la ville, qui serait l'espace absolu de l'art et de la culture, alors que le milieu rural peut aussi produire évidemment des formes culturelles très intéressantes et très différentes, même s'il y a évidemment des ponts et des allers-retours permanents entre les territoires pour fonder des pratiques culturelles. Mais dans le milieu rural, il y a aussi des pratiques culturelles propres, fortes, et qui portent une voix différente de ce qui peut être créé en ville. Donc cette institutionnalisation permet finalement de faire perdurer ces traditions culturelles, mais est-ce qu'elle ne risque pas, malgré tout, aussi de rendre ces spectacles, ces propositions un peu ludiques, divertissantes, et du coup peut-être un peu moins chatouilleuses pour les élites ? Tout à fait, alors c'est vraiment un enjeu très intéressant, et je pense que Xingxing aura plein de choses à dire aussi là-dessus, mais par exemple, une des pratiques que j'ai étudiées qui a été très institutionnalisée, c'est les pratiques de rodéo des gauchos. Donc les gauchos sont un peuple d'éleveurs de bétail qui habitent donc le sud du Brésil, l'Uruguay et le nord de l'Argentine. Et une pratique culturelle très commune dans ces communautés-là, ça va être le rodéo. Alors c'est pas une pratique particulièrement contestataire, mais c'est une pratique identitaire forte de ces populations-là. Et en fait, en faisant mes recherches, je me suis aperçue que les jeunes qui aujourd'hui, en 2020, pratiquent ces pratiques-là, sont persuadés de pratiquer quelque chose qui est totalement ancestral, quelque chose de très ancré dans la tradition rurale et paysanne, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui a été un peu recréé et réinventé par des urbains pour valoriser donc cette culture agricole et cette culture de l'élevage. Mais qui en fait a été un peu réinventé. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment un problème, cette réinvention, ou pas? Parce que réinventer les pratiques culturelles, c'est toujours inventer des pratiques culturelles. Donc finalement c'est beau aussi de se dire que on peut créer sans cesse des pratiques culturelles avec des référents variés et voilà, dans des objectifs aussi variés.
d'un folklore qui pourrait être ringard chez nous, là-bas, c'est finalement une manière aussi de faire perdurer la culture. Tout à fait, oui. Et puis le folklore a au Brésil une dimension très contestataire aussi. Voilà, on a souvent l'image en France que les cultures régionales seraient un petit peu surannées, un petit peu le fait de groupes très conservateurs. Et en fait, là-bas, elles sont beaucoup plus le fait de groupes très contestataires qui, par ces pratiques dites folkloriques, s'opposent à l'hégémonie, et notamment l'hégémonie urbaine et des classes supérieures. Alors, Sing Sing, justement, on parlait d'une forme de folklore pour le Brésil. Est-ce qu'aujourd'hui, les marionnettes, aussi bien en France qu'en Chine, on est dans du folklore où il y a encore réellement une pratique ancrée, volontariste? En fait, quand j'ai entendu Hélène, quand j'entendais Hélène, en fait, ça me rappelle vraiment ce sujet. En fait, en Chine, normalement, les marionnettes, au début, c'est né dans la campagne et c'est joué dans la campagne. Et c'est aussi pour, en fait, prier du bonheur, la richesse. Au début, c'était pour faire plaire aux dieux, faire plaire, en fait, surtout dans les cérémonies funérailles. Oui, et maintenant, comme c'est plutôt institutionnalisé et c'est plutôt contrôlé par l'État, ça devient un peu plutôt les troupes gouvernementales, officielles. En fait, maintenant, il y a un problème, c'est que ça ne joue plus pour le peuple, ça ne joue plus pour les rituels, les folklores avant, c'est plutôt pour faire plaisir aux petits, aux gens qui vivent dans la ville. C'est plutôt pour gagner l'argent, pour montrer en fait la richesse dans ce côté-là. Donc je crois que soit en France et en Chine, en fait, le théâtre, surtout les deux théâtres de marionnettes que j'étudie, en fait, perdent de plus en plus leur côté en fait folklorique, pardon. Oui. Et du coup, perdre ce que évoquait aussi Hélène, une manière de s'approprier et de dénoncer, de militer, de revendiquer, puisque le théâtre de Guignol, vous le disiez d'ailleurs, a aussi changé finalement de discours, d'un spectacle aujourd'hui peut-être plus pour les enfants. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques décennies. En fait, c'est vrai parce qu'au début, les deux genres de théâtre de marionnettes, pardon. En fait, au début, c'était pour plutôt critiquer l'actualité, pour critiquer en fait la politique qui est à l'époque, et même maintenant, en fait, il y a une tendance en fait de perdre cet aspect-là. En fait, c'est plutôt pour faire rire aux enfants. Ça devient plutôt des marionnettistes plutôt ludiques en fait. Ils ont perdu ce côté-là. Et est-ce qu'à Sangsu, il y a un renouveau finalement de la marionnette, comme au Brésil finalement on réinvente des pratiques? Est-ce qu'il y a une volonté de réinventer cet art de la marionnette? Oui, exactement. En fait, ça fait partie aussi de la transmission. Et maintenant, pour faire vivre au théâtre de la marionnette de Zhangzhou. Donc, en fait, maintenant, ils associent un peu comme nous aujourd'hui avec le média, et aussi ils ont fait des dessins animés avec. Donc, en fait, ils cherchent toujours leur piste pour survivre. Donc, pour moi, c'est un genre d'innovation, mais d'autre côté, en fait, on doit toujours questionner, en fait, avec leur définition populaire. Donc, oui, il y a ce côté. Et pour finir cet échange croisé, et on va être à l'heure, donc on n'aura pas de coup de bâton, ça tombe plutôt bien. Est-ce que vous avez rapidement appris l'une et l'autre quelque chose du travail de l'une et de l'autre, justement? En un mot, deux mots. Je sais, c'est dur. Moi, j'étais ravie de voir que voilà, il y a d'autres types, supports de pratiques culturelles et d'autres exemples de pratiques qui finalement montrent aussi cet enjeu d'institutionnalisation et de réappropriation aussi de pratiques culturelles qui sont nées dans un territoire, dans un cadre social particulier, et qui en fait se retrouvent appropriées, alors pour le meilleur et pour le pire quelque part, par d'autres territoires et d'autres classes sociales parfois. Du coup, ça nous rappelle que la culture est un objet à la fois très mouvant et en même temps que c'est toujours intéressant de regarder le parcours de l'œuvre culturelle qu'on a en face de soi. Ça nous apprend toujours beaucoup de choses.
Sing Sing, un Oui. mot? Oui, pour moi, en fait, c'est très très riche pour moi parce que moi, je fais une recherche sur le continent, toujours des 2 points de notre continent, européen, pardon, je ne sais pas comment dire, mais avec Hélène, en fait, il y a beaucoup de choses partagées et c'est aussi, ça correspond aussi à notre sujet de voyage, en fait. Le voyage, même si on ne bouge pas, on reste là, mais c'est un voyage culturel qui est très riche, on partage beaucoup de points. Et puis ça, c'est avec le bâton, ça peut être un bâton à taper, ça pourrait aussi être un bâton de pèlerinage, de voyager, d'avancer, de marcher plus loin pour connaître, pour se connaître et pour connaître les autres. Je crois que ça, c'est le point vraiment important pour nous, pour aujourd'hui, pour les jeunes aussi. Donc nous sommes bel et bien dans la thématique de cette nuit des chercheurs, notamment ici à Saint-Étienne. Merci Hélène et Sing Sing de nous avoir accordé du temps dans ce parcours croisé. Okay, merci beaucoup. Oui, merci.